Mais alors se dresse à nouveau le spectre du psychologisme. Comment serait-il possible de justifier dans le cadre de la nature matérielle, animale et sociale, la vérité à laquelle prétendent les intentions de la conscience? Vérité que l'on peut contester dans des cas particuliers, mais que personne ne saurait renier dans son principe sans renoncer à soi-même. Moi qui ne suis qu'un être singulier, objet parmi les autres objets, je porte le monde dans l'intériorité spirituelle de mes actes vécus, et le monde est en moi, dans l'opération même par laquelle je me perçois en lui. C'est ici que se présentait la tentation existentialiste, qui semble offrir un moyen commode pour entériner toutes les données réelles de l'existence en ce monde, tout en maintenant une opposition métaphysique entre l'homme et la nature. L'être dans le monde, assure Heidegger, n'est pas une circonstance objective qui s'imposerait par la réalité des choses, mais bien une structure ontologique qui appartient au propre à l'existant humain. L'homme n'existe pas parce qu'il est dans le monde et en raison de sa position dans le monde, mais sa position dans le monde n'est précisément possible que parce qu'il existe en tant qu'homme et en raison de son essence humaine. Nulle difficulté alors à ce que lui, qui n'est qu'un existant parmi beaucoup d'autres, il porte le monde dans le projet de son être, puisque c'est par ce projet même qu'il se constitue comme être dans le monde. Autrement dit, le problème effectif posé par la structure de l'intentionnalité, à savoir que le monde est idéalement dans ma conscience alors que je suis réellement lui, trouve sa solution immédiate dans la magie du verbe, qui transforme, par la simple disposition des mots, le monde dans lequel je suis, en un moment de moi-même, en tant que je suis précisément être dans le monde. Le vulgaire se contentait de dire « l'homme est dans le monde », le philosophe existentialiste exorcise une telle naïveté et passe sur le plan de l'ontologie existentielle en assurant que l'homme est être dans le monde. Il ne reste plus alors qu'à décomposer l'expression de manière à détacher l'être dedans, in-sein, et à le présenter comme un moment originaire. Et chacun voit sans peine que le monde n'est plus qu'un élément de l'être dans le monde, donc de l'homme. La mystification est un procédé commun aux philosophes. Du moins la tradition classique, dont la phénoménologie représentait la forme ultime, avait-elle eu le bon sens élémentaire de reproduire sur le plan symbolique de l'idée ou de la conscience les opérations réelles par lesquelles l'homme a transformé la nature et l'a rendue assimilable pour sa pensée. Une telle transposition permettait une justification, au moins formelle, de l'existence en ce monde par la science et la raison, où se reflète la dignité du travail humain. Avec l'existentialisme, toute rationalité s'abolit au profit d'un projet qui prétend s'approprier d'ores et déjà la réalité des choses sans disposer lui-même d'aucun fondement qui légitime ses prétentions. Plus précisément, sous prétexte de rejoindre les données concrètes de l'existence, c'est l'absence même de justification qui s'érige délibérément en justification suprême, dans l'arbitraire absolu d'une liberté pour la mort. Toutes les valeurs acquises par le long travail de la tradition humaniste se découvrent subitement comme dénuées de fondements réels et ne se maintiennent plus qu'en s'accrochant à la décision résolue de défendre jusqu'à la mort ce qu'on est devenu incapable de justifier en raison et en vérité. Il serait peu utile de nous attarder sur les innombrables épigones qui ont proliféré sur le modèle heideggerien. Le grand problème de notre temps, où s'exprime le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle, religieuse ou philosophique, s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde, a trouvé depuis longtemps sa vraie solution dans la dialectique marxiste,
qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. La notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain. La compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opérations intentionnelles où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience. Telle est la véritable raison pour laquelle, moi qui suis dans le monde, je constitue le monde dans l'intériorité de mes actes vécus. Et la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment à la puissance effective du mode de production où elle prend son modèle. Mais le philosophe reste ignorant de ses origines. En tant que membre d'une classe exploiteuse, il n'a pas l'expérience du travail réel des classes exploitées qui donnent aux choses leur sens humain. Plus précisément, il ne perçoit ce travail que sous sa forme idéale, dans l'acte du commandement, et se demande avec étonnement comment ces significations intentionnelles ont pu s'imposer au monde réel. La réflexion dans la conscience de soi ne peut évidemment que confirmer ces intentions elles-mêmes dans leur pureté vécue, et les poser hors du monde, comme pure synthèse constituante dans la liberté de l'esprit. Voilà, donc, en fait, on aurait pu même s'arrêter, je pense, au paragraphe avant, parce que l'autre, il est vraiment consacré au matérialisme dialectique. Hein. Donc on aurait même pu s'arrêter un paragraphe avant, si on voulait simplement traiter de l'existentialisme. Voilà, donc, il y a relativement peu sur l'existentialisme, hein, donc voilà. Moi, en gros, c'est... voilà, donc là, il n'y a même plus besoin, avec comme il le dit à la page 12, hein, avec l'existentialisme, il n'y a même plus besoin, en gros, de se préoccuper de la rationalité. Hein, avec l'existentialisme, toute rationalité s'abolit au profit d'un projet qui prétend s'approprier d'ores et déjà la réalité des choses, sans disposer, c'est ça qui est important, lui-même d'aucun fondement qui légitime ses prétentions. Plus précisément, sous prétexte de rejoindre les données concrètes de l'existence, c'est l'absence même de justification, donc voilà, existe la rationalité, qui s'érige délibérément en justification suprême dans l'arbitraire absolu d'une liberté pour la mort. Toutes les valeurs acquises par le long travail de la tradition humaniste se découvrent subitement dénuées de fondement réel, c'est pratique, et ne se maintiennent plus qu'en s'accrochant à la décision absolue de défendre jusqu'à la mort ce qu'on est devenu incapable de justifier en raison et en vérité. Défendre le Führer jusqu'à la mort. C'était Heidegger. Voilà. Et après, oui, effectivement, alors après, après il y a l'autre face, hein, donc, où là il commence, il mord déjà sur ce qu'il va développer après, avec notamment la notion de production qui rend pleinement compte de l'énigme de la conscience. Bon, alors là, on a effectivement le noyau, disons, de ce qu'il découvre avec le marxisme. Et voilà, la compréhension, telle est la véritable raison pour laquelle moi, qui suis dans le monde, je constitue, entre guillemets, le monde dans l'intériorité de mes actes vécus. Voilà, donc c'est simplement la transposition constituée du monde dans l'optique des actes, hein, de l'optique de la praxis. Hein, et après, donc, effectivement, alors là, il en met une couche sur les classes exploiteuses, hein, puisqu'il dit, en tant que membre d'une classe exploiteuse, donc le philosophe, hein, puisqu'il suppose que le philosophe est en grande partie donc, un allié de ces classes exploiteuses, hein, au moins dans nos sociétés, il n'a pas l'expérience du travail réel des classes exploitées qui donne aux choses au sens humain. Plus précisément, il ne perçoit
ce travail que sous sa forme idéale, dans l'acte du commandement. Effectivement, mais pour lui, il suffit de commander pour que les choses se fassent. Donc, c'est simple. Hein, donc, la classe exploiteuse. Il se demande avec étonnement comment, voilà, quand il commande, ben, les choses se font, effectivement. Et il se demande avec étonnement comment ces significations intentionnelles ont pu s'imposer au monde réel. Donc, mais ça marche, quoi. La réflexion dans la conscience de soi ne peut évidemment que confirmer ses intentions elles-mêmes dans leur pureté vécue. Et comme ça marche, ben, il a tendance à croire que c'est vrai, quoi. Et les poser hors du monde comme pure synthèse constituante dans la liberté de l'esprit. On peut se dire effectivement la liberté de l'esprit, mais quand c'est pas toi qui bosses, c'est parti. Voilà, donc, la liberté d'esprit, d'ailleurs, la liberté qui était une revendication de l'existentialisme, voilà, la liberté, mais en ne se préoccupant pas trop de celui qui permet cette liberté par son travail. Voilà. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Moi, je pense que les deux pages, la fin de la page 11 et 12, sont remarquables. Parce que c'est une déconstruction, dedans, il y a une déconstruction de la logique interne de Sigmund Freud. Oui. Comme il y en a peu, par sa concision et sa clarté. Et je crois vraiment que ce passage-là mérite d'être travaillé, mis en mémoire quelque part, quand on lira un jour Sigmund Freud. Là aura édité Sigmund Freud. Et donc, il faudra qu'on ressorte ça, parce que c'est tout à fait remarquable. Enfin, c'est vraiment de la déconstruction au sens moderne du terme. C'est la logique interne du texte qui est restituée dans son... et de la mystification qui nourrit le texte, qui est restituée dans son essence, c'est clair. Mais qui se base sur la phénoménologie. Après, les autres existentialistes, c'est des épigones. Voilà, oui, on ne va pas s'attarder sur eux. Le grand problème de notre temps, on va pas passer notre temps à... Ça n'a pas grand intérêt. Est-ce que ça vous parle, ça vous... En même temps, il ne le dit pas, mais c'est implicite. Il nous explique comment Heidegger tue Husserl. C'est-à-dire comment Heidegger déplace la question essentielle de la question de la vérité à la question de l'être. Oui, parce qu'il ne se préoccupe plus de la vérité, après. Non seulement il ne s'en préoccupe plus, mais la vérité n'est jamais qu'un compartiment d'un monde dont l'intérêt en tant que tel relève de l'ontique et de la technique. Voilà, c'est pas ça le sujet, quoi. C'est pas ça le sujet, mais il a trouvé que c'est pas ça le sujet à partir de la phénoménologie et contre Husserl. Il a besoin de cette c'est l'échec de Husserl qui lui amène. Il renverse. C'est pour ça que, comme tu disais, il est tu disais tout à l'heure le disciple de Husserl. Et il achève Husserl, d'une certaine façon, dans le sens de du nihilisme. Il achève, et puis aussi dans le sens de... Oui, disons qu'il pousse un cran plus loin, quoi, voilà. Donc, un cran politisé et réactionnaire plus loin, alors que l'autre s'était contenté quand même malgré tout d'une approche rationaliste, bien que répudiant l'approche par le matérialisme dialectique qui
qu'il n'évoque pas du tout. Le philosophe existentialiste, c'est-à-dire Heidegger, exorcise une telle naïveté et passe sur le plan de l'ontologie existentielle en assurant que l'homme est être dans le monde. Il ne reste plus alors qu'à décomposer l'expression de manière à détacher l'être dedans, im sein, et à le présenter comme un moment originaire. Et chacun voit donc le Dasein comme moment originaire, et chacun voit sans peine que le monde n'est plus qu'un élément de l'être dans le monde, donc du Dasein, donc de l'homme. Le solipsisme, donc absolu. Non, enfin, c'est pas un solipsisme total. Ce qu'il dit, c'est que la question qui a du sens, c'est celle de l'être. Oui, mais est-ce que du coup, si tout part de cette de ce niveau-là, du coup, à quel moment donc on est peut-être c'est excessif hein, ce que je dis, mais du coup c'est apparu comme ça, comme. Oui, c'est une forme de solipsisme aussi, hein, parce que là finalement il est en autarcie, quoi. Il ne se préoccupe plus du tout du monde, puisque c'est lui le monde. Alors, donc il est dans la liberté totale, effectivement. Il n'a plus à donner des justifications. Parce qu'il a nié en gros le monde, quoi. Il a nié le monde puisque c'est le monde de la technique, etc. Il se concentre Le monde devient une question subsidiaire, c'est l'antique. La seule question qui a sens pour la philosophie, c'est la question de l'être. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? En fait, là c'est quand même un cran plus loin, c'est déjà la dérive d'une dérive, quoi. Donc on passe effectivement avec Heidegger et l'existentialisme à quelque chose d'encore plus mortifère, d'encore plus mystifié, quoi. Mais déjà, c'est dans l'œuf chez Husserl, c'est ce que dit Kouska, hein, donc, il met Husserl quand même au centre hein, de cette déroute, enfin de la déroute finale, quoi, du cogito, quoi. Parce que il pousse. Ah oui, il pousse par la déroute du cogito, c'est le refoulement total du cogito. Ah bah oui, lui, non. Bah, en fait, Husserl continue finalement, prolonge Descartes. Donc lui, il est dans une tentative rationalisante de recherche de la vérité, comme tu dis, la fondement absolu de la vérité, pour redonner une unité, une totalité au monde, quoi, finalement, quoi. À l'intelligibilité du monde, quoi, puisque apparemment, quand même chez Kant, il y a la dichotomie, quoi, comment noumène, phénomène, formalisme, empirisme. Le monde n'est pas, à part le monde des marxistes, le monde à ce moment-là n'est pas uni. Donc c'est l'ultime tentative pour tenter de réunifier le monde. Une tentative idéaliste. Idéaliste, oui, ça, de réunifier, et qui échoue, parce que idéaliste. Et donc, après cet échec, bon, alors là, il est repris en le politisant par Heidegger et puis tous ses épigones, jusqu'à maintenant d'ailleurs, et effectivement, avec le soutien au régime politiques les plus mortifères qu'on n'a jamais vu, quoi. Mais déjà à l'origine, bon. Les Heideggeriens de gauche, hein. Ah oui, mais enfin, quelle gauche, quoi. Ils sont. Non, c'est plus compliqué que ça. Hein?
t'as des heideggeriens de gauche, t'as des gens qui à gauche, et même des marxistes qui ont une autre vision d'Heidegger. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur appliquer ce que dit Traducto, là, hein, donc, ils ne perçoivent du travail que la forme idéale dans l'acte de commandement se demande en tant que membre d'une classe exploiteuse. Ils n'ont pas l'expérience du travail réel de classe exploitée, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à de tels errements du chemin qui ne mène nulle part. Donc, parce que c'est quand même l'histoire de la donation de sens, elle est quand même centrale, quoi. Parce que là, effectivement, il y a la recherche, une donation de sens perdue, quoi. Donc effectivement, tout le monde est à la tâche. Hein. Et effectivement, donc l'égalité marxiste donne une solution, mais tous ces autres courants là cherchent aussi donc à recoller les morceaux et donc hors de la voie égaliano-marxiste. Mais ils échouent. Mais quelque chose qui m'étonne dans ce passage, en fait, c'est que avec les principes que pose Traducto, là, quand il définit la notion de production, et après quand il parle de ceux qui commandent, en fait. Ouais. Je ne vois pas, en fait, à partir de ces principes, en quoi ceux qui commandent des groupes humains ne feraient pas la même chose que ceux qui produisent des objets. Et du coup, pour moi, cette définition et cette critique, elles sont pas cohérentes, en fait, d'après moi. Parce que s'il dit que la compréhension du science n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opérations intentionnelles, où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience, je ne vois pas en quoi un homme qui, lui, ferait la même chose, mais sur des groupes humains, ne serait pas dans ce cadre-là, et donc ne répondrait pas à ce que pour lui est la production, en fait. Si, parce que quand tu dois transformer le monde... Avec juste ce passage-là, en tout cas. Quand tu dois transformer... Je le décline avec des précisions, mais... Quand tu dois transformer le monde, tu es bien obligé de te plier à ce que dit Hegel, je crois, à la légalité de l'objet. Tu vas foncer un clou, tu ne vas pas prendre le manche et puis taper dessus. Bon, tu tapes dans le bon sens, donc tu es forcé de constituer des actes vécus, l'image du monde pris imbriqué dans la praxis, quoi. Donc là, effectivement, là, tu as l'image du monde, mais si tu es chef, mettons bien chef assez... Et s'il suffit de dire va m'enfoncer un clou là-bas, tu le dis, et le mec, le clou s'enfonce aussi, quoi. Oui, le clou s'enfoncera de la même manière, quoi. Je veux dire, donc le type qui, au bout d'un moment... Enfin, non, pas de... si. C'est une division du travail, donc... mais le type qui le perçoit, il va le percevoir comme le fait de l'acte de commandement, le clou va être enfoncé. Oui, parce que l'autre, il va devoir se plier à la configuration. Là, tu mets une frontière qui est quand même un peu... Mais c'est ça, mais c'est ça. Dans la tête des mecs, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un type qui est persuadé... Ouais, mais c'est là-dessus qu'il y a un endroit qui manque de... Je sais pas, de... Parce que toi t'es pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je peux être souvent, comme artisan, effectivement, à avoir une autonomie de la réflexion à
à l'exécution, mais c'est jamais total. Donc moi j'utilise des outils, les outils ont été fabriqués aussi pour une façon d'organiser le travail lui-même, donc du coup il est difficilement strictement, enfin chosiste comme ça, où il y a le producteur de marchandises et au-dessus le marchand. Bah, oui, mais enfin, pourtant, c'est quand même... bon, c'est vrai que l'acte de commandement, il est peut-être un peu... c'est peut-être un peu comment, une métaphore comment, un peu rapide, mais néanmoins, c'est bien ça, quoi. Donc, il y a bien, si tu veux, quelque chose qui, dans le commandement, te permet d'être dispensé d'aller te confronter à la transformation du monde. Si tu... alors, ouais, pareil. Dans le commandement donc d'une classe, enfin, de quelqu'un qui est d'une classe exploiteuse, si tu veux, il va... dans son comment, il va constituer, en fait, il n'arrivera pas, si tu veux, à constituer enfin, le monde dans sa tête. Pour lui, le monde, ça va être le type qui va être instrumentalisé, quoi. Il suffira qu'il puisse instrumentaliser quelqu'un pour finalement avoir le résultat qui est approprié. Parce que l'autre est effectivement dans la transformation du monde, il ne pourra pas. Donc, il faudra qu'il aille se confronter au monde et que bon, là c'est peut-être un peu, c'est peut-être généralisé. C'est un peu généralisé. C'est un peu généralisé. Mais néanmoins, il y a de ça, si tu veux. C'est que malgré tout, quelqu'un qui est tout le temps dans la posture du commandement, d'accord. Il a tendance, si tu veux, à croire qu'il suffit de commander pour que les choses se fassent, quoi. Et si tu es comme ça depuis ta plus tendre jeunesse, tu as tendance, d'autant plus, si tu veux, à sans doute à avoir ce type de comment... Bien sûr, bon, ça va peut-être pas suffire quand justement on va se retrouver avec des outils complexes comme ceux qu'on a maintenant, ou même celui qui commande ne sera qu'un opérateur je sais pas, de modèles qui sont déjà inscrits dans l'outil, quoi, enfin de travail, quoi. Et il sera lui-même, il sera juste à un poste donné légèrement supérieur, effectivement, dans une logique. Oui, tout un tas. Enfin supérieur, enfin je veux dire, il se considérera éventuellement supérieur dans cette chaîne logique. Là, il se pose la question à propos des philosophes, hein. Donc, philosophes de l'université allemande, hein, donc tel que pouvait... et qui il se pose la question pourquoi il n'a pas il n'arrive jamais à l'idée de chercher dans les significations dans la praxis, dans le travail lui-même. Il le constate et après il dit effectivement, bah, ces gens, donc, il y a une tendance quand même à ne pas voir, à ne pas vouloir voir, et ne pas voir, sinon parce que il le dit, ce sont des gens qui sont brillants par ailleurs, hein, donc pourquoi à un moment il... Mais bon, du coup, c'est peut-être la difficulté, c'est d'octroyer une solution totale, donc dans le fait que la classe donc, de ceux qui fabriquent, entre guillemets, va permettre de nous sortir de cette impasse, etc. Est-ce que la solution se trouve entièrement... Ah oui, parce que si tu vois, comme il le dit après, là, il dit que il parle de la répugnance naturelle des classes dirigeantes à reconnaître dans le travail qu'elles exploitent la source véritable des significations auxquelles elles prétendent
si justement les significations sont remises de la tête en bas sur leurs pieds, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le travail qui est la signification de toute chose. Donc, si c'est le travail qui est la signification de toute chose, à ce moment-là, ça implique d'autres choses au niveau politique. C'est-à-dire qu'effectivement, Oui, ça, je veux dire c'est les travailleurs qui auront la redistribution de la richesse produite, leur sera de manière beaucoup plus naturelle restituée. Ouais, c'est toujours cette certitude optimiste qui me dérange. Oui, non, mais c'est très optimiste. Non, mais on essaie. C'est que là, on est dans le. dire, inverser le processus, c'est de dire voilà, donc l'optimisme est radieux. Non. Là, on est dans la. C'est là où on est dans la pure. Encore une inversion. On est dans la pure conjecture, mais on inverse le processus et voilà, bon, je me sens. Non, je sais. Au moins, si tu veux. C'est pas que je suis contre. Non, mais non plus. Je trouve. Le problème, c'est que s'il dit vrai, effectivement. Ouais, c'est ça. S'il dit vrai, c'est que, comme Kouchka d'ailleurs. Pareil. Si effectivement, il y a une forme de forclusion de la praxis dans la pensée, dans l'idéologie dominante, qui est l'idéologie de la classe dominante, c'est pas facile de passer outre. C'est-à-dire que si effectivement c'est quand même une chape, si tu veux, qui est quand même difficile à contourner. Donc, au moins serrer le problème et puis le circonscrire, c'est pas luxe. Bon, si effectivement c'est le cas et qu'il y a il y a quand même une forme de forclusion, finalement, du travail comme étant la source des significations. Le fait de le désigner, si tu veux, me semble aller quand même dans le bon sens. Mais bon, ça ne veut pas dire effectivement qu'il va y avoir par un optimisme béat et un débouché politique immédiat. Mais je ne sais pas. Il dit la forme de l'oppression est la clé du mystère de la transcendance. La forme de l'oppression est la clé du mystère de la transcendance. Le mystère de la transcendance n'est autre que la forme de l'oppression des classes exploiteuses. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que dit Kouchka aussi, en gros. Vous pourriez imaginer une sorte de... Bon, alors, par rapport à l'inconscient de l'inconscient, la conscience de classe serait la sortie de cet inconscient de l'inconscient. C'est ça? Lui, il fait que Kouchka, il fait que désigner l'inconscient freudien comme une forme d'inconscient qui cache le véritable inconscient de la bourgeoisie, qui est l'inconscient de la praxis, c'est-à-dire le fait qu'ils ne veulent pas voir, si tu veux, le producteur. Ça, c'est au niveau de la psychanalyse. Là, il y a un peu ça aussi. C'est toujours le même truc. Ça cerne effectivement cette espèce de fausse base éternelle, effectivement. C'est ce que montre Kouchka, c'est-à-dire que l'émergence d'une classe bien précise, la classe bourgeoise, s'accompagne effectivement d'une émergence du cogito, mais à la fois qui expulse la praxis. Et ça, ça c'est de la praxis, le marteau, mais pas... Ça va faire chier avec le son, quoi. Ça c'est clair. Non. Enfin, il y a quand même des passerelles entre
dans ce texte-là et le chemin de la praxis, entre ce texte-là et le livre 1 le chemin de la praxis et le livre 9. Sans parler de ce qu'il y a entre le livre 2 et le livre 8, là, quand même, il y a des passerelles. Donc, à 50 ans d'intervalle, quand même, les gens pensent... Bah, c'était une reprise, hein, simplement. Oui, ah oui, c'est possible. Oui. Ah, bah, il l'a lu, hein, ça c'est sûr. Mais, alors par contre, il ne le reprend pas de manière... c'est pas un plagiat. Hein, non, bien sûr, mais de toute façon, il s'agit bien de... Non, mais il a compris, il a tout intégré. Ils ont tous les deux tout intégré. Quoi. Mais c'est pas... Moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que, encore une fois, j'ai l'impression, avec cette définition de Traduc Tao, la notion de production prend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain. Je ne vois pas comment cette définition permet de critiquer une organisation du travail exploiteur exploité, parce que finalement, celui qui commande ou qui est à la tête d'un groupe humain, il est en train de faire exactement ce que dit Traduc Tao, c'est-à-dire que l'objet travaillé, c'est-à-dire un groupe d'humains qui vise une production, va prendre un sens pour cet homme aussi, en fait. Alors certes, peut-être il est exploiteur, etc., il y a des exploités, mais je ne vois pas avec ça comment on peut formuler une critique satisfaisante d'une société qui serait divisée en classes inégalitaires, en fait. Parce qu'il me semble que la notion qui donne, en fait, je ne vois pas en quoi ça ne serait pas une praxis, en fait, d'avoir l'idée de créer une société dans laquelle ou une entreprise ou un groupe humain qui va permettre de faire quelque chose qui n'aurait pas existé avant, parce qu'on va essayer d'aller au-delà de certaines complexités, d'aller au-delà de certains problèmes pour faire face à une complexité et créer quelque chose de nouveau, en fait. Je ne vois pas en quoi ça permet de formuler une critique satisfaisante, en fait. Si ce n'est... pour moi, ça me paraît idéal, en fait, parce que ça... Si tu pars il est quand même plus facile pour une classe exploiteuse d'entretenir une idéologie par l'université, par les médias, par tout ce que tu veux, dont les significations, l'idéologie, dont la source des significations n'est pas le travail. C'est-à-dire, si tu dis oui, c'est l'antéprédicatif, c'est le signifiant, c'est autre chose. Donc si, la source des significations n'est pas le travail, c'est quand même plus facile à maintenir un statu quo que si tu permets une société dans laquelle l'idéologie dominante dirait que la source des significations en général provient du travail. C'est-à-dire si tu as une société dans laquelle les sources, enfin le travail est nié, quoi, en tant que source des significations en général, c'est quand même plus facile de maintenir le statu quo d'exploitation du travail que si tu faisais le contraire et que tu laissais des chaires de marxisme se proliférer dans l'université française, etc. etc. Donc là c'est quand même...
d'un certain point de vue compréhensible. Maintenant, il n'y a pas une relation de cause à effet direct, ça c'est Ce que tu dis, ouais, c'est intéressant. Effectivement, peut-être que la source des significations n'est pas dans notre société fondée sur le travail. Je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Mais si c'était le cas, il me semble que ça n'infléchirait pas, comment dire, massivement en fait la manière dont les hommes organiseraient le travail en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours une division du travail. Enfin, si on voulait continuer à faire, enfin avoir des, comment dire, à fabriquer des objets dont il est possible de le faire seulement si on a une division du travail élaborée en fait. Peut-être que ça changerait... ça aiderait quand même. Effectivement, peut-être ça changerait des choses... peut-être que ça aurait des bouleversements, je ne sais pas, mais ça ne changerait pas le fait qu'il y aurait quand même une division du travail, que tout le monde ne ferait pas la même chose, qu'il y en aurait qui seraient plus à la conception de l'organisation du travail, toutes ces choses-là en fait. Je ne sais pas en quoi ça... C'est autre chose, mais le fait que c'est pas autre chose. Du coup, la question là, même théorique, là, parce qu'on parle d'idéalisme et de projection de la décision, quoi. Du coup, là, il y a quand même quelque chose qui... Ça veut dire que si tu développes ce rapport de classe qui serait peut-être différent si c'était pas de la marchandise, mais il n'empêche qu'il s'agit bien d'avoir ici une conception du monde matérialiste, mais matérialiste peut-être élaboré, parce que du coup, sur la question scientifique, eh ben, oui, il y a quand même des outils qui sont à manipuler d'une certaine façon, que tout le monde ne manipule pas. Certains outils scientifiques ne sont pas accessibles. Alors après, bon, c'est possible que ça vienne d'un rapport à l'éducation, etc., mais il n'empêche que la division du travail fera de toute façon probablement émerger des classes autres, même si elles ne sont pas basées sur l'exploitation des marchandises, mais justement ce plan théorique et pratique, donc du coup la praxis étant le centre même de ce questionnement, on ne voit pas comment, enfin moi je suis d'accord avec toi, je ne vois pas comment on démontre comme ça que ce plan théorique pratique, enfin dont le texte, dont l'introduction destitue la justification théorique, hein, ça on est d'accord, mais n'empêche que c'est pas parce que cette justification théorique est destituée qu'on en constitue une. Alors peut-être que c'est le but du... Non, mais de toute façon, voilà, on parle. Hein, oui, non, bien sûr, c'est pour ça que... Mais le truc, de toute manière, il est impensable que ça puisse se faire dans le cadre d'une société capitaliste. Il est impensable que la société capitaliste, qui est la classe dominante, mette en place, si tu veux, les outils mêmes qui permettraient de la destituer. Oui, peut-être que le travail... Ça peut être que dans le cadre d'une société socialiste. Oui, mais alors du coup, si t'attends la société socialiste pour pouvoir penser ça... Non, mais là, je n'ai pas la solution qui est en main. Non, bien sûr, mais bon, si on se pose la question là, à partir de ce texte-là, c'est peut-être aussi pour essayer de trouver quelque chose qui fasse évoluer à partir de ce texte, de ces penseurs-là, quelque chose qui peut nous faire réfléchir à je sais pas, enfin... Au moins, s'ils disent vrai, il est quand même assez recevable, si tu veux, de pointer ça comme quelque chose de cohérent quand même, hein, puisque effectivement, pourquoi effectivement tous ces penseurs qui ont été si importants ne se sont jamais préoccupés du travail en tant que source des significations en général.
pourquoi ces gens-là, justement, n'ont jamais de se sont, si ce n'est que, eh bien, parce que la société est une société capitaliste et qu'elle n'a pas intérêt à ça. Donc, mais néanmoins, nous, en tant que... on peut tout à fait dire avec Traductao et Kouskar qu'effectivement, là, Husserl, il s'est planté, quoi. Et il en tirait les conséquences au niveau théorique, parce qu'après, au niveau, là, c'est quand même à ça à quoi il aboutit. Là, et après, il va enfoncer le clou, quoi. C'est-à-dire que je comprends la destruction de l'inversion de Heidegger, donc du coup, là, il est capable de le faire, mais au-delà de ça, après, peut-être que c'est le but du livre, hein, donc, mais une fois qu'il l'a circoncis, d'une certaine façon, circonscrit, pardon, circonscrit, il a fait le tour, de la justification peut-être morale que se donne peut-être des cadres qui n'utilisent que la demande, que la commande, en fait, de tous ceux qui font travailler les autres, qui exploitent les autres, etc. Bon, leur cadre moral, je peux l'imaginer à l'intérieur de ça. Je peux l'imaginer que ce soit viable. Mais de toute façon, quand tu regardes à la fin de la guerre, dans le début des années 50, etc., il y a eu, malgré tout, dans l'université, par exemple, il y avait quand même pas mal de marxistes, même en philo, quoi. Et donc il y a eu quand même des luttes entre les existentialistes, d'abord structuralistes, et que Kouskar, même Sebrelli, un autre auteur dans l'oubli de la raison, montre de manière évidente, si tu veux, puis après les postmodernismes, etc. Donc on peut pas. Il y a quand même des courants, si tu veux, qui ont été promus, parce que effectivement, ils induisaient justement des comment. Ils permettaient donc d'avoir de faire diverger, si tu veux, la source réelle des significations de la société en général. En fait, dans ces deux paragraphes, il serait peu utile de nous attarder jusqu'à la fin du paragraphe suivant. On l'a pas lu. On l'a pas lu? Ah bon, je pensais que on a vu simplement liberté jusqu'à liberté de l'esprit. Non, ce qui suit après, c'est complexe. Ah oui, liberté de l'esprit. Ouais, liberté de l'esprit. Mais le paragraphe d'après, il le complète. Oui, il le complète, on peut le dire. Hein. Il le complète. Après, il n'est plus que là-dessus, quoi. Donc il va expliquer pourquoi il va finalement dépasser donc, la phénoménologie husserlienne dont il a été un adepte conséquent, mais par rapport auquel il est arrivé, par la simple étude des inédits de Husserl, finalement, à une contradiction qui rendait obsolète son adhésion antérieure. Donc là, il est donc quand même dans un truc assez tout à fait logique, quoi. Il démonte le truc et il montre en quoi, pourquoi Husserl s'est engagé donc, vers un chemin qui menait nulle part, comme dirait Heidegger. Et puis, en quoi, lui, il va le dépasser par le matérialisme dialectique. Il dit la dialectique marxiste qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. Ces significations vécues sur le fondement des réalités matérielles, c'est ce que Heidegger appelle l'intentionnalité. C'est ce que Husserl
signification vécue. Oui, mais oui, mais à la différence. Donc il dit ce qu'il a dit déjà avant, c'est que dans l'échec, vu l'échec husserlien dont on a parlé, et vu la mystification heideggerienne, il ne reste que la dialectique marxiste pour répondre à la question fondamentale posée par Husserl, qui est celle des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. Alors La notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain. La compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opérations intentionnelles où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience. Oui, mais enfin... Le seul truc, c'est que là, quand tu disais, par exemple, le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles, c'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que Husserl, il est au contraire, il est dans le pur vécu. C'est-à-dire que lui, ne s'occupe pas sur le fondement des réalités matérielles. Il est, lui, dans le pur vécu. C'est-à-dire que le pur vécu est... c'est en ça qu'il est... C'est une approche transcendantale, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas à se justifier. Il est pur vécu, quoi. C'est pas le pur vécu sur le fondement des réalités matérielles. Il y en a un qui est dans l'idéalisme, l'époqué, la mise entre parenthèses du monde et puis de ceux qui bossent aussi, quoi. Et donc l'autre, effectivement, là, il corrige Husserl en disant, dans la dialectique marxiste, qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. C'est-à-dire que c'est la praxis qui t'amène, et comme il dit après, quoi, hein, telle est la véritable raison pour laquelle je suis dans le monde, je constitue, il le met entre guillemets d'ailleurs, le monde dans l'intériorité de mes actes vécus. C'est-à-dire que je constitue l'intériorité du monde dans le rapport que j'ai à la transformation du monde. C'est-à-dire que c'est le monde transformé par la praxis. Quoi. C'est... Oui, je suis d'accord. Donc, si j'essaie de comprendre, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas l'intentionnalité et la visée de l'objet qui est en même temps production, mais c'est la production, c'est l'acte de produire qui amène l'objet, le monde, à la conscience, et qui amène l'homme à comprendre, enfin à prendre le sens de son acte. D'accord ? Il voit le monde par rapport aux actes qui fait. La notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience. Hein, c'est la notion de production et pas la notion de visée. Pas la notion de conscience. En tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain. La compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique, ça c'est important, une opération matérielle de production en un système d'opération intentionnelle où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience. Telle est la véritable raison pour laquelle, moi qui suis dans le monde, je constitue le monde dans l'intériorité de mes actes vécus. D'accord ? Donc ça veut dire que l'homme produit le monde dans l'intériorisation de ses actes productifs et pas dans la structure a priori de l'intentionnalité comme
Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu disais quand on s'avait vu la première fois, tu critiquais Truchon, là, qui disait que, enfin, parce que l'autre, il dit, enfin, avec, il travaille sur un texte de Lénine, sur le léninisme, et c'est pas le reflet, si tu veux, statique du monde qui constitue le monde, mais c'est le reflet dans la dynamique, c'est-à-dire dans la dynamique de procès de production. C'est pas un reflet. La vérité, tu as raison, la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment à la puissance effective du mode de production où elle prend son modèle. C'est-à-dire que la transposition symbolique de l'activité productrice de l'homme, elle est estampillée, déterminée par la puissance du mode de production dans lequel il vit, et aussi, je pense, l'orientation générale du mode de production dans lequel il vit. Oui, bon, du coup, ça renvoie à la constitution d'un système symbolique antérieur, par exemple, efficient pour, par exemple, l'agriculture, qui fait que les systèmes symboliques sont l'inversion par exemple, de métaphores comme l'irrigation, etc., des événements comme ça qui deviennent signifiants pour pouvoir être enseignés et constituer une culture, un savoir qui permet de pérenniser un mode de production. Alors, bon, du coup, ça quand même, c'est rarement pur, cette inversion, parce que justement, le savoir, il n'est pas... Le savoir constitué par l'expérimentation, par l'expérience du travail, il est déjà construit par une éducation, en plus même de l'expérience de la matière, enfin du travail. Donc c'est ça, c'est là-dessus, sur ce caractère binaire bon, je comprends qu'il y a une inversion nécessaire, mais du coup, le problème, c'est qu'entre-temps est perdue une complexité peut-être qui me semble... Enfin, j'ai du mal à trouver que l'inversion fonctionne L'inversion, question. C'est l'inversion, c'est-à-dire l'inversion d'un procès de production. C'est-à-dire que quand part complètement par le travail lui-même, et le travail pour moi il me semble assez flou. C'est-à-dire que dans un système contemporain, par exemple, je ne vois pas est-ce que c'est le mineur qui est à l'origine du travail, est-ce que c'est l'agriculteur, enfin je sais pas, on est assez peu dans ce stade-là. Non mais là il y a au niveau philosophique quand même. Oui, non mais effectivement dans la matière, le rapport à la matière, le travail. Est-ce qu'il est plus légitime de dire que par exemple c'est la source des significations en général réside dans la production, dans le travail, ou par exemple, comme le dit Husserl, dans l'antéprédicatif, qu'il y aurait une couche imaginaire, etc. C'est là qui d'un coup, non, c'est un axe, quoi. De toute manière, non, mais le truc... c'est vrai que c'est il s'agit de pointer, si tu veux, dans la mystification, ils n'ont pas le mot, hein. La mystification est un procédé commun aux philosophes. Oui, non, ça je comprends, je comprends la démystification. La mystification, elle a lieu dans toute la philosophie depuis toujours, quoi. Mais, donc, là, il s'agit que lui, si tu veux, il la pointe et il pointe aussi la raison pour laquelle elle est mystifiée. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une inversion la source des significations est biaisée. Dans le cas de Husserl, c'est ce qu'il montre là, c'est ce que montre Husserl également. Donc après, effectivement,
fois qu'effectivement, au niveau philosophique, quand même, les prémices ne sont plus mystifiées. Quoi. Bon, peut-être qu'on peut dégager d'autres choses. Là, au niveau mais peut-être pas. Tu vois, là, il dit, il ne donne pas non plus de clé, ni Kouskar d'ailleurs, sur la manière, effectivement, Kouskar, par exemple, parle du Parlement du travailleur collectif. C'est une manière, si tu veux, de réinjecter finalement dans le processus politique de la dignité du travail, c'est-à-dire de restituer de la dignité du travail en donnant au producteur le droit à la décision et à la planification et à avoir le droit de dire, avoir son mot sur la redistribution de la production en vue de la consommation.